Alors, je vais lire un texte parce que pour moi, c'est pas si évident de prendre la parole quand même. Il y aura une petite vidéo de 5 minutes d'une vidéo qui s'est passée cet été en Guyane. Donc, je ne peux m'empêcher de commencer ma prise de parole sur la situation à Gaza. Des jeunes personnes ont été tuées et enlevées par le Hamas en Israël le 7 octobre. Des jeunes personnes sont tuées par l'État israélien en ce moment et depuis 2 semaines en représailles. On pourrait dire en punition collective. À la vue de tous les autres États, dont les États coloniaux qui sont à l'origine de cette guerre qui dure depuis plus de 75 ans. Sans réaction d'ampleur pour imposer un cessez-le-feu et un corridor humanitaire. À Gaza, la moitié de la population a moins de 18 ans. Mais quels adultes produit ce monde, notre monde, ce monde marchand où seuls les intérêts impérialistes et financiers semblent compter? Je pose l'hypothèse que nous vivons dans un monde d'adultes et de jeunes personnes traumatisées par une éducation à l'obéissance et à la soumission, produite par les institutions que sont les États, qui se servent de la famille, de l'école et de tous les autres relais pour imposer l'aliénation des individus, une forme de domestication des humains. Vous avez peut-être entendu parler de la colonisation par l'agresseur. On peut aussi parler d'identification à l'agresseur. Dans le processus de psychotrauma, la victime croit que ce que lui a dit et fait l'agresseur ou l'agresseuse vient d'elle, qu'elle est coupable et à l'origine de ses pensées destructrices. Ceci est vrai aussi au niveau collectif. Stéphanie Mulot, sociologue et anthropologue guadeloupéenne, le montre dans un article récent. Les violences dans l'éducation des enfants en Guadeloupe, une tradition culturelle ou un héritage chrétien et colonial paradoxalement revendiqué. Je pense que là, on rejoint Lissel ce matin. Stéphanie Mulot explique comment la colonisation par l'agresseur, pour le coup colonial, pendant l'esclavage et toujours actuellement, d'où la colonialité, fait que les personnes revendiquent les coups sur leurs enfants et le respect inconditionnel de l'adulte comme culturel, pour faire la différence avec l'éducation des Blancs qui sont mal élevés. Je pense pour ma part que l'éducation dans l'Occident européen est tout aussi violente, mais passe par d'autres canaux. Elle nous dit qu'aux USA, les enfants noirs risquent plus de mourir sous les coups de leurs parents que sous les coups de la police. Et on sait combien les violences policières racistes sont importantes aux USA. On sait maintenant que la France n'est pas en reste. Le colonisateur et l'État font bien leur travail d'aliénation dans cet exemple. Alors, dans quelle mesure l'État israélien n'est pas dans la posture historique de je fais ce qu'on m'a fait par impossibilité d'avoir conscience du processus de traumatisme collectif. Pour dire d'où je parle, je suis particulièrement sensible à la question du racisme, de l'islamophobie et des autres discriminations, bien que ou à cause du fait que je sois née en Algérie d'un père pied noir, colon des classes populaires, avec une filiation sur le sol algérien depuis 1870. L'Algérie était une colonie de peuplement, comme ils disent. Et je vis depuis 30 ans en Guyane, une autre terre colonisée. Je fais, et je ne suis pas seule, le lien direct, plus exactement sous forme de continuum, entre la guerre, les colonisations des peuples, la colonisation du mental de l'agressé par l'agresseur ou l'agresseuse et la domination adulte, le sujet de nos rencontres. Dans la déclaration de l'OVO, nous avons écrit « Nous soutenons ainsi que la domination adulte et les violences subies dans l'enfance engendrent la violence de et dans la société en légitimant les rapports de force et de pouvoir entre individus et entre groupes humains dès le plus jeune âge ». Il y a quelques années, j'ai échangé lors d'un colloque en Guyane avec la présidente d'origine anglaise d'une association de soutien aux femmes victimes de violences. Je lui ai dit « Vous parlez de la violence faite aux femmes et je vois que vous ne l'associez pas à la violence faite aux enfants, violence dont d'ailleurs vous ne parlez pas. Ne croyez-vous pas que ce que vivent les femmes victimes et les hommes violents a un lien avec les situations de violence vécues dans leur enfance ?» Elle m'a répondu que cette pensée était simpliste. Pour ma part, j'y vois un impensé, un déni.
Quelque temps plus tard, j'ai appris que dans le foyer actuel de cette association, dans le foyer d'accueil de cette association, on avait retiré à une femme victime ses enfants battus par elle-même au sein même du foyer, où et elle vivait, dont un bébé. Aucune prévention n'était faite par les professionnels sur la reproduction de la violence subie. J'ai appris que cela changeait aujourd'hui. Il y a des espaces de parole pour parler de la violence faite aux enfants qui sont maintenant reconnus co-victimes des violences familiales. Il y a une pensée dont je sais qu'elle n'est pas simpliste. C'est ce que je pense aujourd'hui de l'émotion et de tout ce que je me suis dit à 8 ans lors d'un mariage dans ma famille. Il fallait que l'on rentre tous dans une voiture. Mes parents et les parents d'un cousin, le frère de la mariée. On m'a d'office mis sur les genoux du cousin de 17 ans. La voiture a démarré et il s'est mis à me toucher le sexe. Le cri de stupeur et de surprise, comment il ose me faire ça, est resté dans ma gorge pendant des dizaines d'années. Qui étais-je pour déranger la fête ? Je ne me suis pas autorisée à appeler à l'aide mes parents qui étaient juste à côté de moi. À 8 ans, je savais que je n'étais rien, que je n'avais pas le droit de crier que j'existais et de crier pour me défendre. J'ai eu peur de me faire engueuler, reprocher, peur des conséquences. La relation avec ma mère était désastreuse. J'étais coupable de tout ce qui m'arrivait, selon elle, une forme de violence éducative assez ordinaire finalement. Beaucoup de jeunes personnes pensent qu'elles ont mérité ce qu'elles subissent. Elles disent, je l'entends souvent en tant qu'infirmière scolaire, c'est normal, j'ai fait des bêtises. D'où ce lien si clair entre domination adulte, violence éducative ordinaire et violence sexuelle. Ce qui a été extrêmement douloureux pour moi n'est pas tant l'agression sexuelle que le fait d'avoir intériorisé par mon éducation que je ne comptais pas et de l'avoir mis en acte. Après ce cri ravalé, j'ai beaucoup crié sur l'enfant que j'ai mis au monde, il y a 20 ans. Je me disais, est-ce que crier, c'est de la violence ? Je savais que oui, puisque ma mère me terrorisait en criant, comme son père le faisait avec elle. Mais en même temps, c'est comme si c'était normal de crier. Je ne parvenais pas à faire le lien, pourtant simple, que mon fils pouvait aussi être terrorisé. Me rendre compte que j'étais violente, c'était trop douloureux de reconnaître que je faisais souffrir l'être que j'aime le plus. Nous voulons protéger les plus jeunes de ce que nous avons vécu, mais on ne les protège pas de ce qu'on leur fait vivre. Il y a des traumas que l'on connaît, que l'on a identifiés, et d'autres dont on n'a pas conscience, ou que partiellement. C'est cela la colonisation par l'agresseur au niveau individuel, intergénérationnel et aussi collectif. Je crois que je vais boire. À l'infirmerie du lycée où je travaille, c'est très paradoxal et clivant de travailler à l'éducation nationale lorsqu'on milite contre la domination adulte. Je reçois beaucoup de jeunes qui me racontent les violences qu'ils et elles subissent. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille, Alicia, raconte qu'elle a été violée 2 fois entre l'âge de 4 ans et de 6 ans, par 2 personnes différentes, que c'était impossible d'en parler à ses parents. Surtout parce que son père lui a dit « Si quelqu'un te touche, je le tue ». Elle dit « Je ne veux pas qu'il aille en prison. Si je le dis à ma mère, elle va lui dire aussi ». Alicia est malade depuis qu'elle a 6 ans, avec différents symptômes, sans que les médecins ne posent de diagnostic et sans qu'aucun ne lui demande si elle a subi des violences. Ça, c'est très classique. Son père dit que c'est de la comédie. Elle a 15 ans et cela fait 9 ans qu'on l'a dit en mauvaise santé. Ces 2 exemples, le mien et celui d'Alicia, illustrent la réduction au silence, la silenciation des plus jeunes. La plupart des jeunes que je reçois ne parlent pas des violences sexuelles à leurs parents et à leurs proches. Ils et elles ne font pas confiance dans leurs réactions. C'est ce que Thalpidor Bromerx appelle la construction de la vulnérabilité. Pour l'ordre adulte, il n'est pas question de préserver l'empathie naturelle chez le jeune enfant, de préserver son intelligence, sa créativité, sa sensibilité, mais plutôt de détruire tout cela par les rapports de force, le contrôle, la répression, l'appropriation, qui sont les valeurs dominantes de nos sociétés. Certes, il y a une sidération lors d'un traumatisme qui empêche de réagir sur le moment, mais cette défense du système nerveux perdure et se renforce dans des conditions relationnelles délétères, en particulier au moment où le système nerveux se différencie.
Qui d'entre nous a vécu vraiment une relation d'accompagnement égalitaire, empathique, chaleureuse avec les adultes de son entourage? Qui a vécu en tant que jeune personne une relation authentique, profonde, en confiance? Qui a été traitée avec dignité par les plus âgés? Je crois que peu d'entre nous peuvent répondre oui dans la durée. Car tout est important, la manière dont on nous regarde, dont on nous parle, dont on nous touche, dont on nous considère. C'est ce bain qui nous construit. Les violences reconnues sont certes délétères, je pensais à l'iceberg, mais les violences invisibles au long cours peuvent l'être tout autant. En somme, il ne s'agit pas d'éduquer les plus jeunes, il s'agit de préserver leurs qualités innées. Ce serait cela un accompagnement digne. Je voudrais parler du sacrifice des plus jeunes. Alicia protège son père et c'est son père qui met en place ce processus. C'est l'image du sacrifice de son fils par Abraham qui me vient en tête. C'est un mythe fondateur dans toutes les religions monothéistes. Que s'est-il passé d'autre pendant la crise du Covid que le sacrifice des plus jeunes par les plus âgés? Enfermés puis bâillonnés pour protéger les grands-parents, culpabilisés, terrorisés par les injonctions, puis les pédiatres, les pédopsychiatres et les psychologues ont alerté sur les graves conséquences sur la santé mentale. Il y a le sacrifice par les plus jeunes eux-mêmes, car les plus âgés ne les défendent pas, aussi parce qu'ils ne les défendent pas, mais aussi parce qu'ils sont plus à même, donc les plus jeunes, de comprendre les enjeux à long terme, contrairement à toutes les idées reçues sur leur manque de discernement. En juillet, pendant les révoltes après l'assassinat du jeune Naël, les jeunes racisés ont exposé leur corps à la police, ont exposé leur vie devant les tribunaux d'exception de la justice expéditive et punitive. C'est eux qui sont descendus dans la rue, crier l'injustice. Pendant la manifestation à Sainte-Soline, ce sont les jeunes écologistes qui étaient au front. Certains journalistes parlent de scènes de guerre. Et en Guyane, il y a un village amérindien, Prospérité, qui demande le déplacement de la construction d'une centrale à hydrogène qui se construit à côté du village et détruit plusieurs dizaines d'hectares de forêts de subsistance. Les jeunes Amérindiens du peuple Kalinia sont particulièrement pris à partie, maltraités et embarqués par la police lors des manifestations pacifiques, où ils et elles sont à l'avant. Un jeune porteur d'un handicap, lors de son arrestation, a été frappé la tête contre un mur, puis ordonné à nettoyer la voiture de la police. Ces jeunes sont aussi discriminés à l'embauche dès qu'ils disent qu'ils habitent ce village. Et les panneaux publicitaires de la compagnie Seog, à l'origine du conflit, fleurissent partout en Guyane, comme pour leur dire « La colonisation continue, vous n'avez pas le droit à la parole ». Le taux de suicide des jeunes Amérindiens en Guyane est le plus élevé de France. Les observateurs et observatrices utilisent le terme d'épidémie de suicide. L'État français considère toujours que ce sont des sauvages, que c'est pour leur bien, qu'ils ne comprennent rien et qu'ils n'ont qu'à se taire. Infantiliser les peuples colonisés est tout à fait analogue à l'infantilisation des plus jeunes. L'infantilisation fait partie du processus de domination, comme l'aliénation. Je finis mon intervention par le travail de notre association vers une autre relation avec les jeunes personnes. La loi du 10 juillet 2019, dite d'interdiction des violences éducatives ordinaires, nous permet d'intervenir auprès des professionnels en lien avec les plus jeunes. Lise Gillot, salariée de notre association, y a travaillé ces 2 dernières années en y associant la visibilité de la domination adulte. Notre hypothèse est que plus les personnes, alors notre hypothèse après 2 ans de travail, c'est que plus les personnes subissent de la domination, de race, de classe et de sexe, pour ne citer que celle-là, plus elles sont à même d'entendre la dénonciation de la domination adulte. Je vous propose un extrait d'une formation sur 3 jours en août de cette année. Après un travail sur le lien, alors c'est un travail qui a été, donc on leur proposait de faire le lien entre racisme, colonialisme et adultisme. Et c'est eux-mêmes qui ont fait les liens. Voilà, c'est un travail qui vraiment s'est construit uniquement avec les personnes en formation. Donc Ruby, que vous allez voir, qui prend la parole, commente l'affiche qui va apparaître en plus gros sur la gauche de l'écran.
Et je remercie Théo pour le montage de la vidéo. Voilà. Entre racisme, colonialisme et adultisme, il y a une question de supériorité, tout ce qui est hiérarchique, il n'y a pas d'équivalent, parce que il y a toujours une couleur dominante. Dans le colonialisme, il y a toujours le colon qui domine sur les gens qui ont été colonisés. Et sur l'adulte, c'est toujours l'adulte qui doit décider à la place de l'enfant. C'est telle couleur qu'il veut, c'est ça, ça, ça. Et la question de pas d'état d'âme, c'est si on remonte vraiment au niveau de l'esclavage, si on regarde bien les tableaux, quand ils dessinent les tableaux, il y a les blancs, ensuite il y a les bébés, ensuite il y a les noirs qui sont mis au même niveau que les chiens. Et aussi, si on va jusqu'à Valladolid, durant la traite négrière, les Amérindiens, au début, ils étaient choisis pour faire l'esclavage, mais au final, ils ont vu que, oui, ils ont décrété que, oui, ils avaient l'état d'âme. Alors que les Noirs résistaient plus, du coup, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils étaient considérés comme des sauvages. En gros, ils étaient inexistants. Et pas d'émotion, ni d'émotion, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez considérés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Si on prend l'enfant, ils diront que l'enfant ne ressent pas, l'enfant est petit, alors qu'on ne sait pas ce que l'enfant ressent. Et le colonialisme, les colons sur les terres colonisées, ils disent que oui, nous devons faire ils doivent faire ce que nous voulons. Ils n'ont pas le droit de comme des bonus, quoi. Et sauvage, des fois on dit souvent que ah oui, j'ai des petits monstres. Les enfants sont considérés, ont toujours des surnoms bizarres. Mais pourtant, c'est pas qui l'engendre. Comme des lébats. Le colonialisme et le racisme, ça va de même. Parce que s'il y a quelque chose, si on doit exterminer les populations, c'est que cette population n'est pas vraiment considérée. C'est qu'on a peur de ces individus, on ne cherche pas à les comprendre, nous sommes différents, du coup vous êtes sauvages. Bête, parce qu'on n'a même pas le droit de penser ni de réfléchir à part nous-mêmes. On n'a pas d'idée, quoi. Ensuite, pas droit à la parole, comme je viens de le dire. Ça va pas redonder. Nulle liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression, liberté à la parole, liberté en rien. C'est toujours le plus grand c'est la personne qui se met en posture de la suprématie qui doit toujours diriger. En termes de dévalorisation, c'est-à-dire on est toujours en dessous. La couleur, il y a la couleur supérieure. Il y a le colon blanc qui va être supérieur, même si après il y aura d'autres colons de couleurs qui vont venir après. De déconsidération, si on reprend la fiche qu'on avait là, même si je fais quelque chose, je ne la considère pas vraiment. Je peux prendre tout mon temps pour faire mon petit dessin. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Il n'y a pas assez de considération, assez de valorisation de la personne. Subalterne, vous voyez ce que c'est? Parce que pour moi, c'était très important de revenir dessus. C'est elle qui nous a donné ce mot. Du coup, moi, quand elle m'a dit, moi, je ne savais pas c'était quoi le mot. Du coup, je suppose que qui sait ce que ça veut dire subalterne? Moi, je connais. Ouais. Je passe à l'armée. Ouais. Je passe à l'armée à Cuba. Et sur le thème, c'est à niveau de hiérarchie. Hiérarchie. Il y a le plus haut de la hiérarchie. Voilà. Et il y a. Voilà. Oui, il y a les. Je ne sais pas me dire en français. Il y a le général, et après il y a le colonel. Comme nous, directeur, après, voilà, adjoint. Subalterne, c'est chacun qu'il y a un niveau plus bas que quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et puis l'intimidation, c'est-à-dire en termes de pointage du doigt, en termes de... pour pointer du doigt, intimider la personne à chaque fois, se sentir dévalorisé, se sentir négligé, à la ramasse, quoi. Moi-même.
Et aussi en termes de négligence. Non, mais pas du tout. Et aussi en termes de négligence. Voilà. Du coup, racisme, tout ce qui est couleur, mais il y a toujours la couleur dominante. Colonialisme, toujours la suprématie. Du coup, la domination. Et l'adultisme, les parents ou bien le grand, je veux dire, qui domine sur l'enfant. Voilà. Merci Ruby. Alors, j'avais pas fini. Non, mais je leur dirai que vous les avez applaudis. Je ne sais pas si la domination adulte existait avant la colonisation massive par les pays occidentaux. Certains anthropologues avancent qu'elle commence avec le néolithique, car les adultes ont eu besoin de la force de travail des plus jeunes et qu'elle servait à la reproduction des dominations de classe. Il semblerait par ailleurs que la binarité entre les sexes que nous connaissons et pensons naturelle, hétéronormativité oblige, n'était pas présente dans de nombreuses communautés autochtones avant la colonisation. Pour conclure, peut-être faut-il que je dise que les violences reçues individuellement, de façon intergénérationnelle ou de façon collective, nous les retournons sur nous-mêmes ou sur les autres. En général, nous faisons les deux, et ce n'est pas un choix. Ce sont des processus psychiques liés aux conséquences du stress produit par la violence reçue. Alors que seraient nos sociétés sans les traumas de l'enfance ? Certainement des sociétés beaucoup plus apaisées. Beaucoup de questions se posent. Nous sommes juste à l'orée de découvrir le continent de la domination adulte et ses conséquences. Explorons-le ensemble et osons faire des liens. Sortons de la séparation.